Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'heure de l'interview politique avec Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, ce matin, vous recevez Luc Châtel, secrétaire général par intérim de l'UMP. Bienvenue Luc Châtel, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Quel médecin osera reconnaître que l'UMP est morte, qu'elle est en coma dépassé? Je ne dirais pas cela, Jean-Pierre Elkabbach. La direction provisoire s'était fixé un objectif, effectuer un audit indépendant de nos comptes et le publier 3 semaines après son arrivée. C'est fait. Nous avons hier publié l'intégralité, c'est clair. Non, on va essayer de ne pas être la langue de bois. Mais vous avez promis, dans un grand rendez-vous ici, vous avez promis d'être l'homme de la transparence. Allons-y. L'UMP peut tenir jusqu'en 2017, disait le sage Alain Juppé hier, grâce à des économies et des dons. Est-ce que l'UMP en est aujourd'hui à dire à votre bon cœur, monsieur, dame? Mais c'est normal. Les 3 ressources des partis politiques, c'est premièrement les dotations de l'État, deuxièmement les cotisations de ses adhérents, troisièmement les donations des bienfaiteurs. Voilà, donc appel aux bienfaiteurs. Je réponds à votre question, Jean-Pierre Elkabbach. La situation de l'UMP est très préoccupante financièrement. Elle n'est pas en faillite. C'est-à-dire que l'audit nous donne un chemin de crête pour nous permettre de sortir de cette situation. Nous avons d'abord un endettement élevé, qui est à 74,5 millions d'euros. On dit que davantage. Non. Que vous reconnaissez pour le moment 74,5 millions, mais qu'il y a davantage. Mais c'est faux. L'audit, écoutez, l'audit a été publié hier soir. Nous avons diffusé intégralement les travaux. 74 millions d'euros qui proviennent en gros de 2 sources. Premièrement, l'acquisition de locaux de l'immeuble de la rue de Vaugirard, mais qui constitue un actif en face. Et puis de l'autre, le déficit des années antérieures. Voilà la dette de l'UMP aujourd'hui. Vous me dites que tout va bien. Non, je ne dis pas tout va bien. Est-ce que vous n'êtes pas choqué vous-même? Est-ce que vous trouvez 74 millions de dettes, ça veut dire que tout va bien? Non, Jean-Pierre Elkabbach. Ne me citez pas, s'il vous plaît, comme ça à chaque fois, parce que vous me donnez puisque vous me provoquez, je vous réponds. La seule année 2012, combien a-t-elle coûté? Une année? Ah mais le déficit de l'année 2012 a été de 39 millions d'euros. Vous savez, dans les partis politiques, il y a des cycles. C'est-à-dire qu'il y a des années où on est plutôt en excédent, en bénéfice. Ça a été le cas à l'UMP dans les années 2008-2009, par exemple, où nous avions de l'ordre de plus 10 millions de résultats. Il y a des années où on dépense, c'est les campagnes électorales, les campagnes présidentielles, les campagnes législatives. Une telle dette en si peu de temps, le fric a coulé à flot. Et personne n'a contrôlé, personne ne s'est alarmé. Il y a eu un effort qui a été initié l'année dernière par Catherine Vautrin, trésorier de l'UMP. Cet effort doit être renforcé, accéléré. Sinon, nous n'y arriverons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons lancer un grand plan d'économie. Premièrement, sur nos frais de fonctionnement. L'audit nous préconise de les baisser de 20%. Je vais proposer un plan pour aller plus loin, notamment en matière d'organisation du siège. Pas de licenciement. L'audit ne propose pas de plan social. Nous allons simplement regarder comment mieux organiser les choses, comme dans n'importe quelle entreprise. Les chefs d'entreprise qui nous écoutent, ils se disent, mais écoutez, c'est désespérant. Ils ne savent même pas gérer un parti politique comme ils devraient gérer l'État, par exemple. Qui a commis sur l'argent de l'UMP un véritable hold-up? Qui est responsable? Mais moi, je ne suis pas dans cette logique, Jean-Pierre Elkabbach. Oui, mais c'est la réalité. Non, c'est pas la réalité. Comment on peut dépenser autant d'argent sans que personne ne veuille contrôler, surveille, que ça échappe aux grands dirigeants que vous êtes? Mais d'abord, ça n'a pas échappé, puisque chaque année, les comptes ont été déposés, certifiés. Simplement, à un moment donné, on prend une photographie et on regarde la réalité des faits, et puis on regarde ce qu'on peut faire pour les années qui viennent. Aujourd'hui, combien il reste dans vos caisses, dans votre cagnotte, dans votre trésor? Aujourd'hui, l'audit considère que nous avons une trésorerie de l'ordre de 8 millions d'euros. Mais nous avons des échéances qui arrivent. Puis vous savez, il y a des cycles, parce que la dotation de l'État, elle arrive en début d'année, c'est-à-dire au mois de mars. Et il faut bien qu'elle serve pendant toute l'année. Donc il y a des périodes, des phases dans la trésorerie du parti. Vous m'avez dit, je ne veux pas entrer dans la logique, mais il ne s'agit pas de dénoncer. Mais qui est responsable? Pygmalion a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous pouvez reconnaître, vous, qui connaissez les comptes? Je mets de côté l'affaire Pygmalion, qui est sous le coup d'une enquête judiciaire. Mais je pense que nous devons changer les pratiques de gestion des partis politiques. Voilà. La parti politique, c'est pas la vache à lait pour entretenir ici ou là. Un parti politique, il doit être là pour financer l'action publique et il doit être transparent. C'est-à-dire que celui qui paye 30 € de cotisation, pour lequel j'ai beaucoup de respect, auquel je pense aujourd'hui, celui qui va aller voter au Congrès, les 300 000 à peu près militants de l'UMP qui vont voter, ils ont droit à notre respect. Et le respect, c'est la transparence. Leur dire, voilà, j'ai payé 30 €, à quoi ça sert? Est-ce que vous leur dites pour les rassurer? Ça manquait aux partis politiques en général, à l'UMP en particulier. Est-ce que, Luc Châtel, vous leur dites à ces militants que vous respectez beaucoup, qui se rassurent, ils ne voteront plus pour l'UMP, mais pour un nouveau parti? Est-ce que le prochain candidat, quel qu'il soit, à l'Élysée ou le futur président de l'UMP,
ne devra pas créer un nouveau parti. Ma mission, c'est d'être secrétaire général de l'UMP jusqu'au mois de novembre. C'est-à-dire de préparer un congrès, Mais votre qui se passe dans les meilleures conditions. Vous qui connaissez tout de l'intérieur, oui. Est-ce qu'on peut se contenter de repeindre et de rebaptiser un parti? Ça il appartiendra au président élu de décider quel doit être l'avenir de notre famille politique. Mais votre avis? Ma conviction, c'est qu'il faudra sans doute une refondation. Il faut que nous nous posions des questions sur nos fondamentaux. Qui sommes-nous? Comment pouvons-nous apporter des réponses aux Français d'aujourd'hui? Une refondation, c'est-à-dire un nouveau parti? Une refondation idéologique d'abord, parce que n'oublions pas, on parle beaucoup de cuisine, de boutique interne. Il y a un moment où ça suffit. Vous, hein, mais c'est pas nous, c'est que nous avons décidé de faire la transparence. Voilà. Donc vous me posez des questions sur la transparence, c'est normal. J'y réponds. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'un parti politique, c'est fait pour porter des idées, c'est fait pour dépendre des couleurs, et c'est fait pour gagner les élections. C'est pas Jean-Philippe Alain, c'est à moi que vous le dites, hein, ça c'est à l'intérieur de votre parti. Oui, il faut avoir des idées, il n'y en a plus. Il faut avoir de l'ordre dans la gestion, il n'y en avait pas. C'est très juste, je le dis à l'intérieur de mon parti, Jean-Pierre Elkabbach, parce que parfois ça échappe à certains. Au passage, ouais. À qui? À beaucoup d'entre nous qui ont parfois perdu le sens de la réalité et qui sont enfermés dans des objectifs personnels en oubliant l'enjeu collectif. L'enjeu collectif, c'est pas celui de l'UMP, Jean-Pierre Elkabbach. L'enjeu, c'est celui du pays. Le pays a besoin d'une force d'alternance. Le pays a besoin d'une force d'alternance crédible. Il l'a perdu aujourd'hui. Vous avez entendu tout à l'heure Caroline Roux, Xavier Bertrand, Jean-François Copé et Jean-Pierre Raffarin réclament une enquête sur les fuites qui ne cessent d'alimenter la presse, etc. Est-ce que vous êtes d'accord? Ce ne sont pas des fuites, ce sont des boules puantes, Jean-Pierre Elkabbach. J'en peux plus. C'est insupportable. Insupportable la façon dont certains veulent déstabiliser, je ne sais pas si c'est de l'intérieur ou de l'extérieur, mais en tout cas veulent déstabiliser l'UMP. Donc vous reconnaissez nous ne nous laisserons pas faire. Que vous sentez des relents de vengeance personnelle et politique, ce que vous dites. Il y a un état d'esprit délétère qui est insupportable. Voilà. Nous, notre mission, c'est pas d'aller fouiller dans les cuisines et d'aller fouiller dans les poubelles. Notre mission, c'était de faire la transparence. Nous l'avons fait. Et c'est de faire en sorte qu'il y ait au mois de novembre un congrès qui se passe dans les meilleures conditions possibles, en toute transparence et indiscutable. Qui lance les boules puantes? Mais je n'en sais rien, Jean-Pierre Elkabbach. Ce que je constate, c'est que depuis plusieurs jours, oui, il y a ici ou là des jeux tactiques insupportables qui remuent des choses qui n'ont pas à être remues. Voilà. Ça n'est pas notre état d'esprit. Dites la vérité. On continue, mais je n'en sais rien, Jean-Pierre Elkabbach. Et je vais vous dire, par exemple, prenons l'exemple de l'audit. Ça n'était pas dans la mission de l'audit. Vous savez que le cabinet d'audit a failli démissionner dimanche soir en me disant « Nous ne sommes pas d'accord avec ces pratiques. » Il paraît qu'il y a des annexes dans le rapport de l'audit. Il n'y a pas d'annexe dans le rapport d'audit. Nous avons publié intégralement le rapport d'audit. Alors il faut tout chambouler. Apparaît la nouvelle enquête qui porte sur le paiement par l'UMP des pénalités décidées contre le candidat UMP Sarkozy. Qui doit payer ? Écoutez, les commissaires aux comptes ont entériné une décision qui avait été prise par la direction précédente et qui consiste à avoir pris en charge, je dis bien en charge, la pénalité correspondant au dépassement du compte de campagne de notre candidat. Pour moi, la question est réglée. Et pour François Fillon, c'est réglé aussi? Elle est réglée. Vous savez, il a fini par accepter. Les décisions se prennent au niveau du triumvirat de manière collégiale et unanime. Et vous n'enfoncerez pas un papier à cigarette entre les uns et les autres. Le sujet n'est pas à ce niveau-là. On aurait du mal. Mais messieurs Juppé, Fillon, Raffarin devaient à 3, Luc Châtel, faire un seul. Or, ils font 3 fois 1, chacun pour soi. Est-ce que c'est pas déjà un échec, la Troïka? Non, c'est faux. Je peux vous dire, pour les voir tous les jours, pour les avoir au téléphone en permanence, je veux dire, il y a une décision collégiale. Il y a un sens des responsabilités chez les uns et les autres. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il faut que les uns et les autres comprennent que sans parti, si vous voulez qu'il y ait un président de l'UMP au mois de novembre, il faut qu'il y ait encore un parti au mois de novembre. Et pour qu'il y ait un parti au mois de novembre, il faut qu'il soit rétabli financièrement, c'est en phase de l'être. Il faut aussi qu'il y ait un sens des responsabilités pour que politiquement nous survivions. Qui va rembourser les 74,5 millions ? Mais nous avons un plan de redressement, nous avons rencontré les banques hier, et donc progressivement nous rembourserons comme une entreprise en difficulté. Ou sur votre trésorerie, sur vos excédents, vous remboursez votre dette. On finit par ne pas parler de ce qui est l'essentiel, en même temps ce qui est en train de se passer ici. Oui, mais en même temps, c'est les questions que se posent les Français, pas seulement les militants de l'UMP. Le MEDEF est plutôt satisfait de la conférence sociale. La CFDT y a trouvé des avancées. Le gouvernement, avec Manuel Valls, souligne son utilité. Il va même ouvrir une concertation sur les seuils sociaux des entreprises. Et vous ? Il
il faut arrêter de se cacher la vérité. Cette conférence sociale a tourné au fiasco pour le gouvernement, pour le président de la République. Manuel Valls fête ses 100 jours en constatant l'échec du viral social-démocrate. Et finalement, les Français sont en train de se rendre compte que Manuel Valls a le même problème que Jean-Marc Ayrault. Il s'appelle François Hollande. C'est-à-dire qu'on voit bien que François Hollande, qui se disait le professionnel du dialogue social, va finir par dialoguer tout seul à l'Élysée. Ouais. C'est ça la question. Une fois de plus, vous êtes d'accord avec la CGT, Force Ouvrière? Je ne suis pas d'accord avec la CGT. Je constate que quelqu'un qui nous avait promis le dialogue social, qui le 1er janvier nous a annoncé un pacte de responsabilité pour baisser les charges des entreprises et mettre en œuvre de manière urgente la compétitivité. Nous sommes le 1er juillet dépassé 6 mois après et nous ne voyons rien venir. Dans le climat, vous devriez être plus modeste. Mais dernière chose, ce que va faire Bernard Cazeneuve aujourd'hui, il fait adopter un projet de loi pour renforcer la lutte antiterroriste et empêcher les départs, les entrées, sorties, vous en parliez tout à l'heure avec l'ancien JUS, l'État islamique, Syrie, Irak, de Baghdadi. Est-ce que vous voteriez cette loi au moment où l'Élysée, l'état-major militaire, les services secrets sont inquiets? Nous sommes favorables au renforcement de la législation pour lutter contre le terrorisme. Donc vous voyez, Jean-Pierre Elkabbach, on peut être dans l'opposition et être capable de prendre des positions responsables quand il s'agit de l'intérêt du pays. Merci d'être venu. Luc Châtel en colère contre les boules puantes qui sont lancées au sein de l'UMP.